Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un débat de fond autour d'un grand thème de société. Et ce soir, nous nous interrogeons sur la crise de l'emploi. Ces derniers jours, de nombreuses suppressions de postes ont été annoncées dans la banque, la BNP, la Société Générale, ainsi qu'à Peugeot. Le taux de chômage en France atteint des taux records, la croissance est en berne. Alors, comment sauver l'emploi? Cette question sera bien sûr au cœur de la campagne présidentielle. Faut-il alléger le coût du travail? Faut-il supprimer les 35 heures? Faut-il au contraire taxer les plus riches, taxer les dividendes? De nombreuses pistes de réflexion et deux invités pour en débattre. Bonsoir Pierre Laurent. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du PC et face à vous, Hervé Novelli, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire d'État au PME, vous êtes le secrétaire national adjoint de l'UMP. Pour vous interroger, comme toutes les semaines, à mes côtés, Luc Bronner du Monde, que je salue. Bonsoir. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir Gilles. Bonsoir. La crise de l'emploi, donc au cœur des préoccupations des Français, avec cette annonce cette semaine, Peugeot qui annonce donc 6000 suppressions d'emplois, dont plus de 4000 en France, et un taux de chômage au plus haut depuis 10 ans. Première question très directe, Hervé Novelli, est-ce que le gouvernement a échoué en la matière? Le gouvernement fait tout ce qu'il peut. Comme tous les gouvernements du reste, quels qu'ils soient, pour lutter contre le chômage, parce que c'est absolument insupportable que d'avoir au cœur de notre société 9% de chômeurs. Simplement, il y a aujourd'hui, vous le savez bien, une crise qui est extraordinaire, qui n'a pas été connue depuis, depuis les années 30, qui a entraîné une récession économique, c'est-à-dire une croissance négative. Et cette croissance négative, elle s'est produite dans tous les pays européens. Alors, à partir de là, il y a eu une montée du chômage. Vous le dites, une montée du chômage, mais il n'empêche que Xavier Bertrand annonçait il y a encore quelques mois que le taux de chômage en France n'allait pas augmenter au-delà de 9%, et malheureusement c'est le cas. Eh bien, ça prouve que ça n'obéit pas uniquement à la volonté humaine d'un homme, aussi talentueux soit-il ou aussi volontariste soit-il. Il y a des lois économiques, et la première des lois, c'est que sans croissance, il y a une montée du chômage. Autrement dit, il y a un lien, alors qui peut être distant, ça dépend de beaucoup d'autres conditions, mais il y a un lien entre la croissance économique et l'emploi. Plus vous avez de croissance, eh bien, plus vous avez des chances de créer des emplois, et vous en créez. Et ça, c'est très important. Et la crise, elle le démontre. Et elle l'a démontré. Et ça doit nous servir de leçon. Quelles sont les raisons pour lesquelles notre croissance est faible? Et comment faire en sorte que cette croissance soit fortifiée? C'est, je crois, la leçon de cette crise. On va revenir sur le taux de croissance, mais déjà, Pierre Laurent, vous, quel bilan vous tirez de cette hausse du chômage et de l'action du gouvernement? Moi, je crois que la responsabilité du gouvernement est très grande. Je vois deux raisons à l'explosion du chômage actuellement. La première, Monsieur Novelli nous parlait de la crise, mais justement, la crise, c'est quoi? C'est le fait que pendant des années, on a construit un certain type de croissance, une croissance financière spéculative contre l'emploi et contre le travail. Et au bout d'un moment, cette situation spéculative a explosé. Mais le pire, c'est que depuis que la crise s'est déclenchée, en particulier depuis 2008 à une échelle très importante, toutes les décisions du gouvernement sont des décisions qui aggravent la situation et des décisions contre l'emploi. Le gouvernement se félicite d'avoir supprimé 170 000 emplois publics, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les services publics. Et il dit « nous allons continuer », alors que la situation de l'emploi est catastrophique. La situation de l'emploi industriel est extrêmement inquiétante. Je rappelle quand même que nous avons perdu dans les 10 dernières années 700 000 emplois industriels. Or, nous voyons bien avec ce qui se passe avec PSA que le gouvernement a décidé d'accompagner ce mouvement de suppression d'emplois, et on pourrait décliner dans les différents secteurs. Toutes les décisions vont dans ce sens-là. Les politiques d'exonération de cotisations sociales, excusez-moi ce dernier exemple, qui, on le sait bien maintenant, qui coûtent quand même plus de 30 milliards d'euros par an,
eh bien, sont des politiques qui affaiblissent les finances publiques, qui creusent les déficits et qui ne produisent pas de bons résultats en matière d'emploi. C'est même le contraire, la caricature étant l'encouragement aux heures supplémentaires alors que nous sommes en pleine période de chômage. Alors Pierre-Laurent, vous parliez de PSA et à ce propos, question de Gilles Leclerc. Oui, question à tous les deux. Est-ce que vous estimez que le président de la République, au fond, est dans son rôle quand il convoque le PDG d'une entreprise privée comme PSA et annonce en effet à la sortie qu'il n'y aura pas de licenciement sec? Est-ce que vous estimez que là, c'est bien l'État qui est dans son rôle? Et même question à vous, Hervé Novelli, qui est plutôt plus libéral. En principe, je suis plus libéral que Pierre-Laurent. Mais il est dans son rôle, c'est normal que la puissance publique, je le rappelle, qui vient quand même d'accorder, de donner des milliards d'euros à l'industrie automobile à travers la prime à la casse, etc. Qui ont été remboursés, vous le savez. L'industrie automobile a bénéficié de subventions publiques très importantes dans les dernières années, donc leur demander des comptes, c'est la moindre des choses. Le problème, c'est que ce qui consiste à dire il n'y aura pas de licenciement, ça ne veut rien dire. Je rappelle que Peugeot PSA est une entreprise qui n'a pas pratiqué de plan social au sens où on annonce des plans de licenciement, mais qui vient de perdre 20 000 emplois dans les 10 dernières années sur le territoire français. Donc, PSA est un groupe qui sait très bien supprimer beaucoup d'emplois sans passer par ce type. Et là, en fait, ce qui est venu demander le patron de PSA à M. Sarkozy, qui lui a accordé, c'est un nouvel accompagnement par l'État des suppressions d'emplois. Donc nous acceptons, le gouvernement accepte les 6 000 suppressions d'emplois qui sont annoncées et dit mais nous allons vous aider à amortir le choc. Donc on va encore donner de l'argent à PSA pour licencier. Sur ce point, Hervé Novelli, c'est le président de la République qui a reçu le président de PSA ou c'est le candidat déjà Nicolas Sarkozy? Non, c'est le président de la République. Et lorsque un groupe aussi important que PSA, qui n'est pas rien, qui est un groupe dont je rappelle du reste que 80% des voitures qui sont vendues en France par le groupe PSA sont produites en France. Ce qui n'est pas le cas du groupe Renault qui a été, comme vous le savez, nationalisé et où l'État a encore une participation. Ce qui veut bien dire que public-privé, c'est assez... il faut se méfier des différences. Mais moi, je suis très heureux que le président de la République reçoive le président de PSA pour insister sur le fait qu'il faut que PSA continue de produire en France comme il le fait aujourd'hui à destination du marché français. Peut-on aujourd'hui demander à un groupe comme le groupe PSA de dire non à la croissance chinoise et à l'obligation d'aller vendre des voitures et de produire en Chine des voitures PSA pour les vendre au marché chinois? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et ce serait même une folie pour ce groupe que de se refermer sur le précaré français, là où la croissance est mondiale et est en Asie. Mais personne ne demande à PSA de se retirer sur son précaré. J'ai entendu les organisations syndicales dire exactement le contraire de manière très responsable. Ce qu'elles disent, c'est que nous devons protéger l'emploi industriel en France. Et elles ont raison. Le groupe a fait 10 milliards de profits cumulés. En gros, c'est un groupe qui fait 1 milliard de profits par an et qui va faire à nouveau plus d'1 milliard de profits en 2011. Le groupe a bénéficié de quasiment la moitié des aides publiques accordées par l'État à l'industrie automobile. Donc on est en droit de demander en échange de ça, parce que ces milliards viennent quand même du travail des salariés qui sont dans ce pays, de protéger l'emploi industriel. Et ce n'est pas incompatible. Je trouve que le président a eu raison de le rappeler. Mais le président de la République a eu raison de le rappeler. Et les engagements qui ont... Bien sûr que si. Il a donné son quitus aux 6 000 suppressions d'emplois. Non, absolument pas. Il a insisté sur le fait qu'il y aurait aucun licenciement. Non mais qu'il y aurait. Non mais attendez, sur les mots. Est-ce que vous pensez? Alors je vais Hervé Novelli un petit moment pour que le débat puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Sur suppression d'emplois, soyons clairs. Est-ce que nous allons continuer à avoir des emplois qui sont obsolètes, des postes qui sont obsolètes, et est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que des gens qui voient des postes devenir obsolètes puissent être employés ailleurs? C'est ce qui va se passer avec les 2000 emplois de PSA qui vont être supprimés. Les gens qui occupent ces postes inutiles ou obsolètes aujourd'hui, eh bien, il y a eu un engagement de PSA pour que ces gens-là soient réutilisés, soit à l'intérieur du groupe, soit chez les prestataires. Voilà la réalité. Vous le dites vous-même, ces emplois ne sont pas obsolètes. PSA veut les délocaliser. Donc c'est qu'ils ne sont pas obsolètes. C'est tout simplement qu'on va chercher du travail ailleurs moins cher. C'est pas la même chose. Pierre-Laurent, Hervé Novelli,
autre question, c'est sur la TVA sociale. On en parle beaucoup, Hervé Novelli, c'est une des propositions sur lesquelles travaille l'UMP, c'est évident, ainsi que Laurence Parisot. Et vous savez, Pour vous, la TVA sociale, est-ce que ça peut être une solution pour effectivement aider l'emploi? Ça n'est pas la panacée. Ça n'est pas la panacée. Mais il y a une constatation que font tous les partis, quels qu'ils soient, et les organisations syndicales qui le constatent. Aujourd'hui, le travail supporte à 75% environ les charges pour financer la protection sociale de tous. Ce qui était valable à la Libération, lorsqu'il y avait des salariés, très principalement, qui bénéficiaient de la protection sociale et qui donc devaient en supporter le coût. C'était réaliste, c'était normal. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que la protection sociale s'est étendue, et c'est légitime à tous, est-il légitime de continuer de faire financer par le seul travail des charges qui financent l'ensemble de la protection sociale des Français? Donc face à cela, on se dit, eh bien, voyons, et c'est naturel, si on ne pourrait pas trouver une autre assiette que le travail, que les salaires pour financer la protection sociale. Ce qui permettrait, Pierre Cela Laurent, étant, je dis tout de suite que ça n'est pas la panacée, parce qu'il y a aussi le niveau des dépenses sociales et donc la nécessité d'avoir une politique qui fasse en sorte que les dépenses sociales soient moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, donc une politique qui vise à faire en sorte que nous rejoignions d'autres pays en termes de niveau de dépenses sociales. Donc il y a les deux. Pierre Laurent, cette création de TVA sociale, ça permettrait quand même peut-être de faire grimper un peu les salaires, même si les gens auraient à payer plus de TVA. Qu'est-ce qu'il faut mieux alors? Si vous leur donnez soi-disant du salaire d'un côté pour de l'autre côté leur reprendre à travers la TVA, parce que la TVA est un impôt qui est payé par les travailleurs et par le salarié et par personne d'autre. C'est l'impôt le plus injuste qui existe en matière fiscale. Et c'est le seul impôt que nous faisons croître, que vous faites croître dans les recettes fiscales, alors que les autres sont en dégradation. Moi, puisque vous dites qu'il n'y a que le travail qui paye pour la protection sociale, moi je vous fais une proposition qui figure dans les propositions que nous avons faites. Les revenus financiers des entreprises, qui sont en croissance exponentielle depuis des années, et qui sont d'ailleurs à l'origine de la crise, ne cotisent pour rien à la protection sociale. Nous avons déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale l'an dernier pendant le débat sur les retraites qui propose une cotisation sur les revenus financiers des entreprises à l'égal de ce que paye le travail. Ça rapporterait 30 milliards d'euros par an. Créer cette cotisation sur les revenus financiers des entreprises. Ça servira à dissuader la croissance spéculative, puisqu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut la réguler. Et ça permettra de nous orienter des ressources vers une égalité de traitement en termes fiscaux entre les revenus du travail et ceux du capital. Vous rigolez. Vous le savez. Il y a encore quelques mois, vous avez exonéré, vous avez diminué l'impôt sur la fortune, vous avez multiplié tout au long du quinquennat. l'ISF pour un certain nombre aussi. Alors attendez, vous avez multiplié les niches fiscale pour le capital, et tout le monde le reconnaît. Vous avez une des causes de la dégradation des finances publiques, c'est le fait que je vais vous poser une question, Monsieur Laurent, sur une niche fiscale. Par exemple, est-ce que vous estimez que financer les petites et moyennes entreprises, leur développement, en entrant dans leur capital est une bonne chose ou pas? Réponse rapide, Pierre Laurent, puis moi, je crois que la meilleure des solutions... Non, mais c'est bien ou pas? Moi, j'ai une meilleure solution pour les PME, c'est d'alléger le recours au crédit. Je lisais ce matin dans Les Échos, qui n'est pas un journal communiste, le président de la Fédération des industries mécaniques dit le crédit bancaire a été fermé depuis 5 ans aux TPE et aux PME. C'est une autre question et je suis prêt à en discuter avec vous. Dans la crise actuelle, c'est une question par exemple, l'ISF. Hervé Novelli, Pierre Laurent, on ne va pas pouvoir s'entendre si vous parlez tous les deux. Ce que je vous propose, c'est d'aborder ces questions. Hervé Novelli, s'il vous plaît. Le fait que nous diminuions l'ISF, eh bien cet ISF, il a permis, en l'investissant dans le capital des PME, grâce à une disposition que j'ai défendue, que j'ai soutenue et que j'ai portée, eh bien l'ISF, il y a eu 1 milliard de contribuables au titre de l'ISF qui ont investi dans le capital des PME. Et croyez-moi, elles ne s'en sont pas plaintes. Tous les deux, avant de revenir sur cette question, et on va avoir le temps dans la deuxième partie de ce débat d'y revenir, je vous propose d'écouter le témoignage. C'est celui d'un économiste, il s'agit d'Éric Heyer. Il nous parle de la délocalisation et à en croire Éric Heyer, au micro de Judith Soussan, eh bien les choses ne sont pas aussi simples. Les mesures que l'on prend sont les mesures pour éviter
toute forme de délocalisation. Et la mesure la plus simple pour éviter les délocalisations, c'est de jouer sur les coûts. Et donc, c'est baisser les salaires ou faire une sorte de TVA sociale qui fait payer plus les étrangers, finalement, que les résidents. Et ces stratégies-là sont à la fois des stratégies, on peut comprendre, qui ont des résultats à très court terme, mais qui sont non coopératives, c'est-à-dire que vous le gagnez forcément au détriment de vos partenaires européens, donc une stratégie qui ne permet pas à la zone euro de se développer. Et puis, par ailleurs, c'est une stratégie qui n'est pas à long terme, c'est-à-dire qu'il va falloir systématiquement, c'est une fuite à l'avant vers les baisses de coûts sur baisse de coûts sur baisse de coûts, voire uniquement des notions de coûts et de compétitivité prix pour lutter contre les délocalisations et donc contre les pertes d'emplois industriels, c'est finalement répondre qu'à un quart du problème. Et donc c'est relativement marginal. Et on voit bien qu'il y a d'autres façons d'essayer de préserver l'industrie que cette compétitivité coût. Et donc c'est effectivement essayer d'accroître le niveau de production tout court et donc le besoin en services industriels plutôt que de lutter contre la concurrence des pays émergents qui est vaine par ailleurs. Alors, quelles sont les pistes pour reconstituer un tissu industriel en France? Question de Luc Bronner du Monde. Hervé Novelli, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français a été divisée par 2 en une trentaine d'années. Quelles sont vos propositions, quelles sont vos solutions pour sauver la situation des usines françaises dont on voit mois après mois, année après année, qu'elles subissent une concurrence très dure des pays du Sud? Vous avez raison sur la description. Il faut s'entendre sur ce qu'est une politique industrielle moderne. Est-ce que s'il s'agit, lorsqu'on parle de réindustrialisation, d'implanter à nouveau des hauts fourneaux en Lorraine ou de rouvrir des mines de charbon, je ne crois pas que ce soit la bonne option. Et donc il faut avoir une conception offensive de l'industrie. Qu'est-ce qu'ils font? Secteurs de pointe, notamment, dont parlait l'économiste tout à l'heure. Bien sûr, il a raison, mais je voudrais élargir, pas uniquement les secteurs de pointe. Qu'est-ce qui fonde la croissance d'un pays? C'est l'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux process qui font que, on industrialise, mais sur des formes nouvelles, l'investissement qu'il faut favoriser, et ensuite les coûts qu'il faut maîtriser. Voilà le triangle magique. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le crédit impôt recherche, dont PSA, évidemment, tire un grand profit. Mais PSA aussi est le premier pourvoyeur de brevets en France. Et donc, il faut à la fois innover et protéger l'innovation. Donc le crédit impôt recherche, les pôles de compétitivité, pour nous permettre d'inventer les produits de demain sur lesquels nous fonderons une politique industrielle moderne. Quelle peut être une bonne politique industrielle pour la France pour sauver les usines françaises et évidemment en sauvant les usines françaises, sauver les postes des ouvriers, des employés qui travaillent? Il faut parier sur la qualité de l'emploi, donc des salaires, de la formation, des qualifications, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que effectivement, le spécialiste qu'on entendait le disait, la compétitivité coût, comme il le disait, nous mène à l'impasse. Ensuite, je crois qu'il faut l'innovation et la recherche, mais ça supposerait qu'on agisse sur l'investissement des entreprises et pas qu'on leur offre, parce que le crédit impôt recherche est détourné par les entreprises comme une niche fiscale. Donc il faut, à condition d'en contrôler l'utilisation. Ensuite, je pense qu'il faut penser au grand programme de politique industrielle que nous devons mener. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs de politique industrielle. Il y a des grands secteurs. Lesquels, par exemple? Par exemple, dans le domaine écologique, il y a beaucoup à faire. Il y a le nucléaire. Bon, si vous voulez, on peut parler du nucléaire. Moi, j'ai une opinion sur cette question. Mais au-delà de ça, il faudrait, par exemple, pour les énergies renouvelables, des vraies filières industrielles qui n'existent pas actuellement dans le pays, que nous ne développons pas, que nous n'encourageons pas. Il y a, dans le domaine des transports, je suis dans la région Île-de-France, nous allons moderniser de manière considérable les transports, mais nous ne produisons pas une très grande partie du matériel et nous n'anticipons pas. Donc on pourrait développer, et j'ajoute deux choses très rapidement, il y a la question de l'accès au financement qui est une question décisive, et là ça nous renvoie au rôle du secteur bancaire qui ne finance pas l'industrie dans notre pays et qui continue de jouer la spéculation, et c'est un des facteurs d'affaiblissement très important du secteur industriel en France. Hervé Novelli, pour retisser ce tissu industriel français, est-ce qu'il faut, comme vous le souhaitez je crois, supprimer une bonne fois pour toutes, c'est ce que vous défendez, les 35 heures? J'ai dit qu'il y avait 3 actions qu'il fallait mener de pair. L'action en faveur de la recherche, du développement et donc de l'innovation, c'est ce que nous faisons et il faut continuer.
l'action en faveur de l'investissement, parce que c'est l'investissement qui va permettre de produire les produits de demain, et ça suppose une fiscalité sur l'investissement qui soit modeste, et ensuite la maîtrise des coûts. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2000 ? Eh bien, il se trouve qu'avant, on avait un avantage compétitif en matière de coût du travail. C'est vrai que nous étions moins chers que nos amis allemands, et c'est pour cela que jusqu'en 2000, eh bien, tant que faire se peut, on maintenait une compétitivité prix du fait de ces coûts salariaux moins importants que nos amis allemands. Eh bien, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons rattrapé, nous avons fait en sorte que cet avantage compétitif n'existe plus. Les coûts salariaux allemands et les coûts salariaux français sont au même niveau. Eh bien, je vous réponds, il faut absolument faire en sorte que cette rigidité qui a été posée et qui a pesé dans notre manque de compétitivité, il faut que cette rigidité soit soulevée. Ça s'appelle des négociations sociales qu'il faut lancer. Vous savez, lorsque l'on a des négociations à l'échelle nationale. Lorsque l'on a créé les 35 heures, il y a eu des négociations dans les entreprises. Je me demande au nom de quoi on interdirait de faire en sorte qu'il y ait des négociations qui ne portent pas uniquement sur la limitation de la durée du travail, mais qui portent sur le travail, sa durée optimale dans certains secteurs. On doit travailler plus dans certains secteurs, moins dans d'autres. Eh bien, il faut que des négociations s'engagent. Moi, je suis pour ces négociations. Je suis pour que les partenaires sociaux aient un rôle plus important demain qu'aujourd'hui. C'est ainsi, on légifère trop dans notre pays et on ne négocie pas assez. Eh bien, je souhaite que cette capacité de négociation soit donnée aux partenaires sociaux pour aller vers moins de rigidité en matière de durée du travail. Très clairement, ce que vous nous dites, c'est des durées du travail qui peuvent être variables selon les entreprises. Absolument. Sur ce point, Pierre-Laurent. Non, mais Monsieur Novelli ne répond pas clairement et pour cause à la question sur les 35 heures, parce qu'il aura du mal. Je souhaite que les 35 heures ne soient plus la référence. Vous aurez du mal à aller expliquer. Donc, voilà clairement aux dit les ouvriers choses. Actuellement dans les usines qui sont mis au chômage technique ou qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles que la question c'est les 35 heures. La question c'est les salaires. Dans leur feuille de paye, et d'ailleurs, les entreprises où on a fait des chantages aux salariés en leur disant revenez sur les accords sur les 35 heures et on va sauver vos emplois. Quand ils l'ont accepté, ont derrière subi la double peine. On leur a supprimé les 35 heures et ils ont eu quand même les licenciements à l'arrivée. Oui, mais donc, je ne propose pas ça. Je propose une négociation tripartite. Il y a d'autres mesures sur lesquelles il faut agir. Je le disais tout à l'heure, supprimer l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Au deuxième trimestre 2011, c'est les derniers chiffres que j'ai, 186 millions d'heures supplémentaires, c'est 400 000 équivalents temps plein. Et en plus, ça dégrade les finances publiques, on n'arrête pas de nous parler de la dette. Donc, une partie des salariés d'augmenter leur pouvoir d'achat. Mais parce que, deuxième mesure, il faut augmenter les salaires, évidemment. Si c'est tenable dans un système de compétition économique européenne et internationale très poussé. Mais on disait tout à l'heure qu'il ne faut pas jouer sur la compétitivité coût, sinon nous mettons l'industrie française dans une spirale infernale. Selon vous ? Je crois qu'il faudrait progressivement, nous le chiffrons comme les syndicats, comme la CGT, nous le chiffrons, il faut aller progressivement vers 1 700 €. Tout simplement, mais tout simplement parce que Novelli, juste une réaction. On ne vit plus. Ce serait tout simplement une folie. Une folie. Ce serait une folie. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu il y a quelques années, il y a eu une politique très importante d'augmentation du SMIC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, d'abord, vous avez assisté à une smicardisation entre... Il y a combien de temps, 2003, lorsqu'on a unifié les SMIC et qu'on a fait un SMIC unique pour aller vers cette sortie progressive des 35 heures qu'on a tenté. Il y a eu une augmentation du SMIC entre 2004 et 2007 qui a été très importante, à telle enseigne qu'il y avait 16% à 17% de la population salariée qui était au SMIC. Moi, je refuse cette smicardisation de la société. Il y a 9 millions de gens qui gagnent 950 € par mois. Bien sûr, mais ce que je souhaite, c'est que l'échelle des salaires, comme on dit, elle ne soit pas impactée par une revalorisation trop rapide du SMIC, parce que ça ne sert à rien lorsque vous n'avez pas une répercussion. Et les petites entreprises, trop rapide. Moi, je parce dis que les progrès de productivité, mais je le dis parce que je le sais, parce que j'étais petit patron d'une petite et moyenne entreprise. Et je l'ai bien vu lorsque vous avez une augmentation du SMIC que vous ne pouvez pas suivre en termes d'augmentation de l'échelle du salaire. Attendez, je termine juste. Eh bien, tout simplement, vous avez le SMIC qui mange les salariés. Et les salariés en ressentent une amertume
très forte, parce qu'ils se retrouvent rattrapés par ce qu'on appelle les smicards. Et c'est malsain. Mais moi, je vous dis, mangeur de salariés, on laisse réagir juste Pierre Laurent. Moi, je vous dis, discutons du rythme. Mais le chemin qu'il faut prendre est celui d'une revalorisation importante des salaires. Discutons du rythme. Salaires. Pourquoi ? Parce que nous avons, dans les 15 dernières années, nous avons procédé à l'inverse, c'est-à-dire un déplacement massif dans la part de la valeur ajoutée des salaires vers le capital et singulièrement le capital spéculatif et les dividendes. Et on a affaibli l'industrie en faisant comme ça. Et on la rend effectivement moins performante du point de vue de la qualité de ce que nous produisons. Il faut au contraire parier sur le travail. Et ça passe par une augmentation des salaires. Là, vous avez raison. Parier sur le travail, on est d'accord. Mais pour une autre raison. Oui, mais vous avez fait le contraire pendant 5 ans. Non, mais moi, je vous dis, ce qu'il faut faire, c'est parier sur le travail, mais pas parier sur la smicardisation des salariés. Parier sur le travail, ça veut dire quoi ? Moi, je ne vous parle pas de flexibilité dans les procédures de licenciement, comme le demande une partie du patronat, pour faciliter les licenciements. Tout ça, ça fait partie d'une négociation globale, dans laquelle il faut mettre les allègements de charges. Plus de lois, mais des Monsieur contrats Laurent individuels à a l'échelle des raison. entreprises. Les allègements de charges, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait des contreparties. Donc, oui, plus de souplesse, plus de flexibilité, plus de sécurité pour le salarié à négocier dans un cadre tripartite. C'est ce que nous proposons dans un scénario que nous proposerons au président de la République. Mais où et quand vous réinventez aujourd'hui, à la fin du quinquennat, le mot il faut savoir, négociation, mais où et quand ? En période de crise, laissez-moi parler. Laurent, tout à l'heure, vous m'avez dit que je vous coupais. Alors, une réponse rapide, Pierre Laurent, et après on passe à la troisième partie de ce débat. Où et quand le gouvernement a encouragé la négociation ? Vous avez pratiqué tout le contraire, et vous le savez très bien, puisque les syndicats sont furieux de ça. Encore il y a quelques jours, vous décidez d'augmenter d'un jour le délai de carence sans en parler une seule fois avec les syndicats avant de l'annoncer. La moitié des entreprises françaises ne respectent pas l'obligation légale de négociation annuelle sur les salaires. Donc en période de crise, on peut imaginer qu'il y a en période de crise, on peut imaginer qu'il y a urgence. Et moi, je souhaite qu'il y ait de nouveau des négociations. Il nous reste 8 minutes dans les années pile, qui viennent. 8 minutes pile dans ce débat, et c'est maintenant l'heure des questions d'actualité. La règle de ces questions d'actualité, ce sont des questions brèves et, messieurs, des réponses brèves. Première question, Gilles Leclerc. Est-ce qu'il n'y a pas un thème qui pourrait, au fond, finalement, vous réunir, alors que vous êtes des adversaires politiques? C'est la question du nucléaire. Depuis 1945, en effet, il y avait une sorte de consensus général et politique autour de cette question, y compris vous, le Parti communiste. Donc, nous venons de vivre cette séquence compliquée entre les socialistes et les Verts. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, je dirais, entre guillemets, un peu coincé, Pierre Laurent, sur cette question? Non, moi, je ne suis pas coincé. Je suis pour une évolution de ce qu'on appelle le mix énergétique. Donc, je suis pour une industrie énergétique diversifiée. Moins 24 centrales nucléaires. Vous approuvez ou pas? Non, je n'approuve pas ça. Je l'ai dit hier à propos de l'accord sur les PS et le VR. Je suis pour penser autrement la transition énergétique en prenant l'ensemble des problèmes en ligne de compte. On ne peut pas réduire ce débat au nucléaire parce qu'il faut s'occuper aussi de la sortie des énergies carbonées. Il faut savoir comment nous allons développer les énergies renouvelables et à quel rythme. Et donc, je pense que réduire le débat comme l'ont fait le PS et les Verts, et singulièrement les Verts, à la seule question du nucléaire était une erreur. Je l'ai dit, et nous avons besoin du débat d'une autre ampleur. Ce n'est pas la droite, soit dit entre nous, qui va nous donner des leçons sur ça, parce qu'en matière d'ampleur, de cohérence en matière de transition énergétique, ils n'ont pas non plus été au rendez-vous, et sur le nucléaire, ils l'ont laissé se dégrader progressivement. Donc, je pense qu'il faudrait reprendre. Moi, je plaide avec le Front de gauche. D'ailleurs, nous avons un débat qui traverse aussi le Front de gauche sur cette question, mais nous nous sommes mis d'accord parce que nous sommes des gens responsables sur l'idée, il faut un grand débat national qui prenne le temps. On ne peut pas régler ça. Vous voulez même un référendum sur une question pareille ? Oui, qui se termine à la fin, éventuellement, par un référendum, mais il faut un grand débat national d'ampleur qui doit prendre du temps, qui doit associer les salariés et les syndicats de la filière et qui doit penser la transition énergétique parce qu'il faut faire évoluer les choses. Sur cette question du nucléaire, Hervé Novelli, vous dites oui ou non à un référendum? Il faut avoir le courage de dire ce que l'on pense et ce que l'on veut. Moi, je suis soulagé de vous entendre sur le nucléaire, parce que franchement, le Parti communiste, sur cette affaire, a toujours été pour l'industrie nucléaire, dans sa vision industrialiste, sur laquelle nous pouvons nous retrouver. Mais si vous me laissez juste dire combien j'étais soulagé de vous entendre, ce serait très bien. Par contre,
lorsque j'entends votre candidat, M. Mélenchon, dire qu'il faut sortir, comme il l'a dit le 15 mars, qu'il faut sortir du nucléaire, je dis, mettez-vous d'accord entre vous déjà et soutenez peut-être ce candidat en le convainquant que renoncer à l'énergie nucléaire dans notre pays, c'est la pure folie, comme le veulent les socialistes et les Verts dans leur accord général. Vous savez, je suis député de Chinon. Je sais ce que la centrale de Chinon a fait pour le développement économique de tout ce territoire. Et je dis, lorsque cette centrale, dans le cadre des accords entre le PS et les Verts, pourrait être fermée, je dis ce serait la mort de ce territoire en termes de développement économique et en termes de Luc Bronner du Monde qui a une question à vous poser. Luc Bronner. Jean-Luc Mélenchon qui tape plus dur sur François Hollande que sur la droite, avec cette expression de capitaine de pédalo, c'est une erreur? J'ai dit, nous n'avons, au front de gauche, nous n'avons qu'un seul ennemi dans cette bataille électorale. C'est la droite et le pouvoir actuel des marchés financiers. Avec l'expression capitaine de pédalo, il a fait très mal. Et nous avons un débat à gauche à avoir pour créer les conditions d'une alternative réussie. Et on ne nous fera renoncer ni à... C'est un petit peu langue de bois comme réponse. Non, c'est pas langue de bois. C'est que si on nous enferme dans l'idée, dès qu'on veut ouvrir le débat à gauche, alors vous allez la diviser. Non, on pense que c'est une des conditions de la réussite. D'ailleurs, on le voit bien. Ce qui vient de se passer avec l'accord PS-Vert, c'est pas comme ça qu'on peut mener le débat à gauche. Et pourtant, il faut le mener. Parce que il y a... ce que dit mais capitaine de pédalo, est-ce que c'est une façon de mener un débat à gauche? Mais moi, le problème, c'est un épiphénomène. Le problème, vous savez comment c'est dans une campagne. L'interview du journal du dimanche, c'est une interview où il y a 50 formules et il y en a une qui est retenue et tout le monde ne parle que de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat de fond. Et il y a un débat de fond à gauche sur cette question et sur d'autres, sur la manière de faire face à la crise. Et je ne veux pas renoncer à ce débat-là. Mais l'objectif de ce débat, pour moi, à gauche, il est très clair. Débarrasser le pays de la politique de Nicolas Sarkozy au printemps prochain. Gilles Leclerc, une question. Hervé Novelli, comment peut espérer gagner le candidat, en tout cas l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est uniquement en misant sur des séquences pas forcément très faciles à gauche, comme la question du nucléaire, ou est-ce que c'est pas plutôt en proposant quelque chose? Et question complémentaire, comment va s'articuler le programme, vous faites des conventions en ce moment de l'UMP, et le projet présidentiel probable de Nicolas Sarkozy? Rassurez-vous, lorsque le président rentrera en campagne, il fera un certain nombre... Il doit rentrer quand le président en campagne, Hervé Novelli, selon lui? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je considère qu'il doit rentrer en campagne très tard. Pourquoi? Parce que, comme tous les présidents de la République qui se sont présentés pour un deuxième mandat, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, entre nous, un président de la République qui serait candidat officiel et déclaré dans le contexte de crise extraordinaire que nous traversons, ce serait un mauvais service rendu à la France. Et pourquoi il ne un le mauvais fait pas. service, Hervé Novelli? Parce qu'on ne peut pas être à la fois président, prendre des décisions, entraîner nos amis allemands dans une capacité à résister à cette crise et être soupçonné ou être critiqué tous les jours parce qu'il serait officiellement candidat. En février-mars, il risque d'y avoir encore une crise. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, Hervé Novelli? Non, mais il se déclarera... Parce qu'il faut bien se déclarer un jour, il vaut mieux se déclarer avant qu'après. Donc il se déclarera peut-être un mois ou 2 mois avant, et ce sera très bien ainsi. Donc il fera des propositions. Mais pour le reste, honnêtement, le spectacle qui est donné depuis quelques jours à l'opinion publique sur un sujet majeur par le Parti socialiste et les Verts est un spectacle édifiant et on n'a pas besoin d'épithètes pour qualifier François Hollande, mais pour juger de sa crédibilité face à... Comme Pierre Laurent d'ailleurs, est-ce que vous conseillez tous les deux à Eva Joly de se retirer rapidement? Je n'ai pas de conseil à donner à Eva Joly, elle est engagée, les Verts sont engagés, il faut qu'ils aient un candidat s'ils le souhaitent. Voilà. Non mais moi, le pluralisme des candidatures, je ne prône pas pour 50 candidatures à gauche, mais qu'il y ait une candidature des écologistes, une des socialistes, une du Front de gauche supportée par le Parti communiste, ce pluralisme n'est pas un handicap pour la gauche. Si nous savons mener le débat avec beaucoup de franchise. Donc oui, mais donc ça n'est pas la question pour moi. C'est le débat d'idées. Et la réponse de M. Novelli sur Nicolas Sarkozy est d'une hypocrisie invraisemblable. Parce que Nicolas Sarkozy est en campagne quasi quotidiennement, tout le monde le sait. Il passe son temps dans ses interventions dites présidentielles à polémiquer directement. Mais cette situation lui permet tout simplement d'éviter le débat. On est en campagne quand on est déclaré en campagne. Oui, bien sûr, bien sûr.
Eh bien voilà messieurs, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine pour un nouveau débat de la présidentielle.